Alors, je vais appeler David Fuchs, c'est le représentant de l'HAS qui va nous parler du point de vue de l'HAS sur la chirurgie, sur la prise en charge de l'obésité. La parole est à vous, merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors je me présente, je m'appelle David Fuchs, je suis chirurgien digestif. S'il vous plaît. Donc je suis chirurgien digestif et je ne fais pas de chirurgie de l'obésité. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai une deuxième casquette, c'est que je travaille à l'HAS avec Jacques Belghiti et Michel Laurence qui est parmi nous et qui aura, à mon avis, tout le loisir de m'aider à répondre aux questions. Et vous allez voir, donc c'est un topo fait par un chirurgien, donc il n'y a que des images à peu près. Et on est à l'heure du déjeuner, donc j'ai des petites informations intéressantes en termes d'alimentation. Donc 3 parties. La première, c'est quelle implication, et je vais vous expliquer en quoi l'HAS est concerné et impliqué, quelles exigences, et quelles questions finalement on se pose à l'HAS concernant la prise en charge de ces patients obèses. Alors, évidemment, c'est des diapos que vous avez déjà vus, les courbes, vous les connaissez, on les a vus depuis ce matin, et donc il y a beaucoup de redites, donc ça va aller extrêmement vite. La première chose, c'est que c'est un problème majeur, vraiment majeur. On a un traitement ou plusieurs traitements qui semblent efficaces, et ce traitement est en pleine expansion. Voilà, ça c'est une introduction qui finalement n'a pas énormément d'intérêt vers midi. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir que l'HAS est concerné. Et pour distinguer ce qu'est être concerné, d'être impliqué, j'ai souvent l'habitude de faire une métaphore qui est assez jolie à l'heure du repas. C'est le fameux œuf au bacon. Non, l'œuf au bacon, la poule est concernée et le cochon est impliqué. Alors, c'est pour ça que j'étais content de passer vers midi et demi. Tout ça pour vous dire quoi? Donc la HAS est concernée, vous voyez, la prise en charge chirurgicale de l'obésité, on est en 2009, mais elle est aussi impliquée, c'est-à-dire que nombreuses recommandations sur le surpoids, le traitement chirurgical, vous avez vu, mais également médical, avec dans le temps l'évolution 2009, 2011, 2013, 2015, il y en a un peu tout le temps. Finalement, on reprend ce qui a déjà été montré, c'est-à-dire que globalement la HAS est extrêmement sensible au fait de travailler en réseau et de cette prise en charge pluridisciplinaire. Cette prise en charge pluridisciplinaire, on l'a vu, elle tourne autour de plusieurs acteurs, de premier recours, de second recours, de 10e recours. Et clairement, à notre sens, le médecin généraliste joue un rôle majeur, et je pense qu'on en reparlera dans l'après-midi. Quelles sont nos nouvelles préoccupations? C'est pas vraiment un scoop, hein, c'est l'adolescent, l'enfant et l'adolescent. Vous voyez déjà en 2011, c'est-à-dire il y a 5 ans, le surpoids et l'obésité de l'adolescent faisaient déjà l'objet de recommandations de bonnes pratiques à l'HAS. Et puis finalement, fort de papiers avec des niveaux de preuve relativement élevés. Vous voyez un papier 2016 qui est sorti donc maintenant il y a 3 mois sur globalement les résultats à 3 ans de la chirurgie de l'obésité chez des patients adolescents. Et bien finalement, vous voyez la haute autorité de santé est plus qu'impliquée, elle est même préoccupée de tout ça, et donc ça fait l'objet de notes de cadrage ou même de recommandations qui sont sorties il y a quelques jours. Alors, quelles sont les exigences et les réflexions de la haute autorité de santé? Vous connaissez ces recommandations, vous en avez tous parlé dans vos diapositives. C'est parce que finalement, ça a un poids relativement fort, même très fort. C'est-à-dire que j'ai pas entendu à un moment une communication sans qu'on parle de la haute autorité de santé. Donc finalement, ça nous touche au cœur. Enfin, je pense que Michel Laurence sera du même avis que moi. Alors, comment on fait ces recommandations? On fait ces recommandations, alors ça peut paraître un peu bateau ou bêta, je sais pas très bien, mais il est extrêmement important, notamment quand je vois la présentation qui vient d'être faite par la CNAM, et vraiment, je suis extrêmement sensible à ce genre d'études, puisque ça va nous donner des informations extrêmement claires, et à mon avis, ça va être publié dans une grande revue qui aura un impact qui va nous toucher directement. Parce que, comment on fait les recommandations? On fait les recommandations à partir de 2 choses. Enfin, essentiellement à partir des niveaux de preuve des études, à partir d'une méthodologie hyper rigoureuse, des critères de qualité et des critères extrêmement objectifs. Et puis les recommandations, c'est un autre monde, c'est pas le même monde que les niveaux de preuve. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, on a des études avec des niveaux de rang A, B, C, D, peu importe. Mais finalement, la recommandation, elle ne tient pas compte uniquement des niveaux de preuve. Elle tient compte effectivement de preuves scientifiques, mais il y a des critères de jugement qui sont pertinents. Par exemple, typiquement, quand vous prenez par exemple l'intérêt des bas de contention
quand on prend un vol, eh bien, ça dépend de quels critères on va utiliser. Est-ce que c'est la survenue d'une phlébite? Est-ce que c'est l'œdème? Ça dépend comment, de quel côté on se place. Et en pratique, ces recommandations, eh bien, il faut qu'elles soient le plus justes possible. Notamment en termes de bénéfice-risque à l'échelle d'une population et en termes d'applicabilité. On a vu, c'est-à-dire qu'on recommande de faire un suivi, mais le suivi, il n'est pas fait. En tout cas, il n'est pas très bien fait ou il n'est pas suffisamment bien fait. Bien évidemment, cette haute autorité de santé, elle s'inscrit dans une démarche qui est mondiale, qui est internationale, avec, vous voyez, l'INCa en France, mais d'autres institutions, comme le NICE par exemple en Angleterre, et évidemment, on tient compte de ça. Le message de ces recommandations, c'est de dire finalement, on a besoin d'études, on a besoin de vous, soignants de patients obèses pour justement pouvoir élaborer ces recommandations dans de bonnes conditions. Et on ne va pas simplement s'intéresser aux patients, mais également aux cliniciens. En fait, nous faisons tous partie ici, et également du décideur qui a un rôle majeur dans cette prise en charge. Alors, quelles sont les réflexions de la Haute Autorité de Santé dans le domaine plus direct là, de l'obésité? La première chose, c'est que on pense que la chirurgie de l'obésité doit être faite par des chirurgiens adultes. C'est un vrai message. On pourrait dire finalement, notamment dans la chirurgie de l'obésité chez les adolescents, que ça pourrait être fait par des chirurgiens pédiatres. Mais clairement, c'est pas du tout ce que l'HAS retient. Donc globalement, elle doit être faite par des chirurgiens qui ont l'habitude d'en faire. Et c'est pas un chirurgien pédiatre qui en fera 3 ou 4 par an qui sera habilité à faire ça. La deuxième chose, c'est qu'en France, il y a la différence d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Alors en France comme en Belgique, finalement, il y a une prépondérance du centre sur le chirurgien. C'est-à-dire que vous avez raison, il y a un certain nombre de quotas, et c'est moins en tant que chirurgien qu'en tant que centre. Et vous avez bien compris notre préoccupation à prendre en considération cette prise en charge globale, multidisciplinaire, de premier, deuxième, troisième et quatrième recours. Les autres réflexions, c'est ça, on en a parlé aussi, c'est l'agrément des centres, l'agrément des chirurgiens en fonction de leur qualification, mais également effectivement en fonction de la présence ou non. Vous avez parlé de tout ça, donc c'est pas une nouveauté, je vous apprends absolument rien. L'idée, c'est que c'est des choses qui sont, pour la Haute Autorité de Santé, des points sensibles qui nécessitent d'être parfois un peu clarifiés. Alors c'est quoi les questions? Les questions, c'est quoi vraiment un centre de l'obésité? C'est une question qui nous touche, qui est le réseau de soins. Est-ce que les choses pourraient être encore un peu plus claires, un peu plus formelles? Est-ce qu'on pourrait avoir des caractéristiques un peu plus précises? Quelle activité minimale? On en a parlé sur le plan chirurgical, mais c'est pas le problème en fait. C'est pas le problème c'est une partie du problème, à mon avis, de dire plus de 30 chirurgies de l'obésité. C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'on est un centre de l'obésité si on ne suit pas les malades? Probablement pas, en fait. Ça veut dire qu'il va falloir établir des règles. Et ensuite, quelle politique d'agrément aussi à discuter? La question principale, on en a parlé, on en parle, et je pense que, voilà, je vais absolument rien vous apprendre encore une fois. Simplement, c'est le message qu'on ne s'est pas concerté, mais c'est-à-dire que la surveillance, pour nous, est une vraie préoccupation et une vraie question aussi. C'est-à-dire, on a des choses à faire, il y a des recommandations qui ont déjà été établies pour dire, voilà, tel type d'examen à telle date, mais finalement, par qui? Qui doit faire ça? Et bon, c'est le sujet de cette journée. Donc je pense que il faut remercier les organisateurs parce que c'est quelque chose qui touche la Haute Autorité de Santé d'un point de vue très particulier. Et puis ensuite, la surveillance. Alors, est-ce qu'il y a une surveillance particulière chez l'adolescent et notamment sur le suivi psychologique? Alors évidemment, voilà, vous voyez, suivi des personnes ayant une chirurgie de l'obésité, encore des notes de cadrage toutes récentes qui datent du mois dernier. Et enfin, c'est voilà, le cas particulier de l'adolescent. Finalement, il y a des questions qui nous interpellent, à savoir la notion de maturité. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle finalement chez ces patients adolescents qui ont moins de 18 ans et qui devraient bénéficier de cette chirurgie de l'obésité et d'une prise en charge globale de l'obésité, pas uniquement de la chirurgie. Qu'est-ce que c'est que l'encadrement par un majeur, l'autonomie, quel type d'intervention chez le patient adolescent? C'est des choses qui sont importantes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au nom de l'HAS. Globalement, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour nous donner des critères plus clairs et ça passe par des études de bonne qualité et je trouve que ce que vous nous avez montré là est probablement le meilleur exemple. Merci. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Est-ce que vous avez des questions pour vous avez peut-être extrêmement faim, il est l'heure des œufs au bacon. Hein. Vous avez mis en bouche avec l'œuf au bacon, oui.